tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Rochefort Nouveau Monde. Donc le titre de la conférence de ce soir, c'est effectivement « Croyances spirituelles et rationalité ». Alors la rationalité, très rapidement, c'est quoi? C'est vérifier des faits à travers une méthode rigoureuse, voilà, la notion de raison. La croyance spirituelle, on peut dire que de tout temps, les êtres humains ont développé des croyances spirituelles. D'où viennent-elles? Essayer de donner une explication à des éléments, à des événements qui, à un instant T, paraissent inexplicables, ou bien essayer de donner du sens à nos existences. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et puis aussi, peut-être, les sentiments d'appartenance. Alors, est-ce qu'il faut opposer rationalité et croyance spirituelle? Est-ce que ce sont deux concepts qui peuvent être ou pas complémentaires? Tout ça va faire partie des échanges que l'on va avoir. Et comme vous l'avez remarqué, on a choisi un cas bien particulier. Alors le cas, ce n'est pas notre conférencier. Le cas particulier, c'est l'astrologie. On aurait pu choisir d'autres éléments, on en a discuté ensemble. Et pourquoi l'astrologie? Parce que d'abord, c'est une pratique divinatoire. Et donc, on retrouve cette notion de croyance spirituelle, etc. Et qui est très, très populaire, qui est extrêmement diffusée depuis des siècles et des siècles, voire peut-être des millénaires, on verra ça tout à l'heure. Et qui est très médiatisé, notamment aujourd'hui. Vous avez les horoscopes dans les journaux, vous les avez même à la radio, vous les avez dans les jeux, vous pouvez même offrir des thèmes astro en bijoux, etc. Enfin bref, voilà pourquoi on a choisi ce soir le cas de l'astrologie pour discuter de cette question de rationalité et croyance spirituelle. Avant de poser ma première question, je vais laisser Serge Brett-Morel se présenter à vous parce qu'effectivement, c'était le petit teasing de Jean-Pierre, Serge a un parcours très riche et extrêmement intéressant. Serge, c'est à vous. Je vais brancher le micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais effectivement introduire un petit peu le sujet, mais je parlerai de moi un peu plus tard, puisque par rapport à nos questions. Et pour commencer, je vais commencer par remercier évidemment l'association pour son invitation. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Et vous allez voir qu'on va poser plein de questions aujourd'hui à l'astrologie. J'espère un certain nombre que vous ne connaissez peut-être pas. Et je vais commencer par quelque chose que j'oublie souvent, c'est simplement définir ce qu'est l'astrologie. Donc pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est... On a tous un signe de naissance, un signe astrologique qui nous permettrait d'en savoir un peu plus sur nous. Et puis, avec ça, on parle un petit peu de ce qu'on est, de ce que sont les autres, on échange, on essaie de mieux se connaître, etc. Donc ça, c'est vraiment la surface de ce qu'est l'astrologie pratiquée par un astrologue professionnel, par exemple. Et en gros, l'idée de l'astrologie, c'est de se dire... il existerait une connexion entre les hommes et les astres. On va en discuter un petit peu. Et selon où sont placés les astres dans le ciel à un moment donné, l'astrologue peut en tirer quelque chose. Un message des astres, une interprétation, de l'inspiration, etc. Donc les astrologues travaillent sur ce genre de schéma que vous avez à l'écran. Il en existe des tas, mais ça j'en ai donné un comme ça. Donc les astres sont repérés dans des cases qu'on appelle donc les signes astrologiques, qui à la base sont vraiment des rectangles qui permettent de repérer les astres parmi les étoiles. On va le dire comme ça. Et donc l'astrologue, lui, essaye de faire le bilan un petit peu de ce qu'il trouve dans ce qu'on va appeler le thème astral, un zodiaque avec des astres à l'intérieur, plus plein d'autres choses dont je ne parlerai pas. Et puis, selon les questions des gens, selon les événements, selon plein de choses, il va essayer d'en tirer des interprétations. Donc moi, effectivement, je suis investi dans la promotion de l'esprit critique et de la démarche scientifique avec plein d'autres personnes que vous pouvez trouver sur les réseaux. Et l'idée, c'est
c'est de questionner un petit peu les croyances en leur posant des questions auxquelles elles n'ont peut-être pas l'habitude de se confronter. Et en même temps, avoir cette démarche, ça permet de renseigner un petit peu sur ce qu'est la démarche ou des démarches scientifiques en général. Ma spécialité à moi, c'est l'analyse critique de l'astrologie, parce qu'on vous l'a dit, j'ai pratiqué l'astrologie, je suis tombé dedans quand j'étais jeune, mais j'en suis ressorti, on aura l'occasion d'en parler. Et bien donc, j'ai déjà défini l'astrologie. En lien avec le thème général de ce soir, vraiment ce que j'aimerais poser, c'est la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que l'influence astrale, alors avec ou sans causalité, puisque les astrologues ne sont pas d'accord du tout là-dessus, voire même en général, l'astrologue pense qu'il n'y a pas de cause, ce qui rend difficile certains débats avec les scientifiques, qui pour eux, s'il y a des astres, il y a des hommes, s'il y a une influence entre les deux, ça doit passer par le magnétisme, le rayonnement, la gravitation, etc. Les astrologues ne sont pas, en général pas d'accord avec ça, mais moi je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de se poser cette question, on peut en poser de nombreuses autres. Mais tout de même, est-ce que vraiment la question de l'astrologie est accessible à la raison humaine? Parce que si l'astrologie existe, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est bien au-dessus de nous. Et moi, je vais vous montrer qu'on peut poser plein de questions. Vous pourrez, j'espère, vous faire un avis après. Et ces questions vont être en lien avec les nombreuses raisons qui ont fait que je ne suis pas resté dans l'astrologie, alors que je l'ai pratiqué, que j'ai fréquenté les astrologues, que j'étais impliqué dans le milieu astrologique. Et je vais commencer par rappeler quelque chose qui n'est pas du tout évident, mais l'astrologie a été énormément étudiée depuis un siècle par les universitaires du monde entier. Et pas que des physiciens, pas que des scientifiques durs, etc. Les littéraires ont fait pareil, les historiens encore plus. Donc on a énormément d'informations sur l'histoire de l'astrologie, sur comment on peut examiner l'astrologie, sur les débats sur l'astrologie, etc. Si je voulais vous parler de tout ça, il me faudrait à peu près une centaine d'heures. Donc on ne pourra pas le faire ce soir. Je veux vraiment... comme on l'a dit, ça a été difficile, mais bon, j'ai choisi des choses et j'espère que ça vous conviendra. Merci Serge. Donc effectivement, il y a des choses qui ne seront pas abordées pendant la conférence, stricto sensu, mais vous aurez l'occasion, comme le rappelait tout à l'heure Jean-Pierre Lecomte, de poser des questions. Donc n'hésitez pas. La première question que je souhaite poser à Serge Brett-Morel, c'est de nous expliquer pourquoi, depuis presque tout temps, en tout cas depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, y a-t-il eu une telle fascination de l'astrologie pour les êtres humains? Eh bien, allons-y. Et pour ça, j'ai envie de vous faire une petite histoire de l'astrologie. Donc je vais me dépêcher, parce que c'est pareil, il y aurait énormément de choses à faire. Alors c'est quelque chose dont je n'ai pas trop l'habitude, mais je sais pas, j'avais envie de le faire ce soir. Et donc, par rapport un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être très schématique, parce que les historiens ont produit des dizaines de milliers de pages sur ces sujets-là, donc bon, je vais aller vite. Et puis, je vais le rappeler quand même, c'est l'histoire de notre astrologie, entre guillemets, parce que celle qu'on connaît en général, c'est l'astrologie donc occidentale, avec les 12 signes, etc. Mais si vous allez en Chine, il y a une autre astrologie. Éventuellement, il y en a aussi une autre en Inde, même si elle a une base commune avec la nôtre. Donc, voici le monde, une planisphère que j'ai prise un petit peu au hasard sur Internet. Et pour vous parler un peu de l'histoire de notre astrologie, on va se situer autour du bassin méditerranéen. Ça s'est vraiment fait dans cette zone-là. Je grossis par rapport au cadre que j'ai choisi auparavant. Et tout commence vraiment en Mésopotamie, du côté de l'Euphrate et du Tigre, du côté de Bagdad, du côté de Babylone, ce genre de région. Et ça commence assez tôt, on va dire, puisque je mets en gros entre 2500 avant notre ère et puis le début de notre ère, mais on peut probablement remonter un petit peu avant pour les premiers soubresauts, on va dire. Et si on reprend les textes mésopotamiens, vraiment, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ils évoluaient dans un monde naturel à peu près incompréhensible. Je veux dire, aujourd'hui, on a une telle compréhension des lois de la nature, même si on n'a pas fait le tour, que plein de choses nous paraissent évidentes,
alors que simplement, pourquoi est-ce qu'on mourait jeune, pourquoi est-ce qu'il y avait certaines intempéries, pourquoi n'importe quoi, en fait. Beaucoup de questions, la très grande majorité des questions n'avaient pas de réponse. Et je vous dis ça parce que on a beaucoup de traces dans les premiers textes de ce qu'on pourrait appeler de recherche de corrélation. C'est-à-dire que les Mésopotamiens vont noter tout ce qu'ils peuvent, par exemple les différences de hauteur des fleuves pendant toute l'année, la variation du prix du blé, les vols des oiseaux, la forme des vols des oiseaux, et puis petit à petit, ils vont regarder un petit peu les déplacements des astres dans le ciel, comparer avec les événements qu'il y a dans la société. Et donc, ils vont faire ça avec un peu tout et n'importe quoi, pas spécialement l'astrologie. Leur grand truc, d'ailleurs, c'est l'hépatoscopie. Et il faut que je fasse attention à ne pas vous parler de tout. Notamment le fait d'ouvrir des animaux, aller prélever leur foie, et selon la position des nervures, les particularités qu'il y avait, etc., un devin pouvait répondre à une question plutôt favorablement ou pas. Ça, c'était vraiment à la mode avant un petit peu que l'astrologie n'arrive. Et donc, au point que, au 3e millénaire avant notre ère, on a des écoles de divination. En Mésopotamie, vous allez apprendre à interpréter les signes selon plein de techniques différentes. Donc, c'est vraiment le monde dans lequel vivent ces personnes-là. Vers 1800, avant notre ère, on a les premiers relevés précis de notation des levées de la planète Vénus. Donc, ils commencent vraiment à observer assez régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, où se lève la planète Vénus, surtout qu'elle n'est pas visible toute l'année. Alors pourquoi est-ce qu'elle est visible à certains moments et pas d'autres, etc. Et puis Vénus renvoie à une déesse, la déesse Ishtar, qui est la déesse de la guerre. Et donc vraiment, il commence à s'intéresser à ça, à noter des choses. Et c'est vraiment ce que j'appelle une proto-astronomie, parce que littéralement, ces données-là ne peuvent pas leur permettre de comprendre comment fonctionne le système solaire et ce genre de choses. Et eux ne peuvent pas le savoir. Donc, bon, en tout cas, ils commencent comme ça. Ils notent tout ce qu'ils trouvent sur des tablettes en argile. Et ces tablettes, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de conserver l'information à long terme. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, on est 1800 avant notre ère, et l'astronomie mésopotamienne, ça va s'étendre sur quasiment 2000 ans, et même un peu plus. C'est juste gigantesque. Et c'est bien avant l'astronomie grecque, pour ceux qui connaissent. Moi, je m'étais posé une question un jour, quand je montais une conférence sur l'astronomie mésopotamienne, je me disais, mais ces tablettes, c'est à quelle taille ? Est-ce que ce sont des stèles ? Est-ce que ce sont des petits trucs, ça ? Donc voilà, pour vous donner une idée. En fait, vraiment, ce sont entre guillemets, des formats A5. Donc on n'a rien inventé à ce niveau-là. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres tailles, mais en tout cas, il y a plein de tablettes qui sont comme ça, de cette dimension-là. Ah, celle-là, elle est cachée, tant pis. Et donc, pendant quelques siècles, on va dire pendant encore 1000 ans, sur ces tablettes vont être compilés des milliers, des dizaines de milliers de présages. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, ils observent un peu tout et n'importe quoi dans la société, dans la nature, et puis ils notent les coïncidences sur leur tablette. Et ces présages, en fait, sont à peu près toujours collectifs. Il n'y a pas du tout, pour l'instant, d'interrogation individuelle, alors qu'aujourd'hui, c'est évident que l'astrologie, c'est l'astrologie de l'individu. Et éventuellement, ça a trait au roi, mais le roi, lui, c'est celui qui représente aussi la société. Je vous donne vraiment des exemples pour vous montrer la différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Un présage, par exemple, si Jupiter passe à la droite de Vénus, un puissant fera la conquête du pays gouti par les armes. Alors c'est très très précis, on ne pourrait pas trop appliquer ça aujourd'hui. Ou alors, un autre qui est complètement différent, si un chien dévore un autre chien, cette ville connaîtra des temps difficiles. Donc il faut vraiment vous dire qu'ils sont partis entre guillemets de zéro, et puis bon, ils ont avancé sur 1000 ans, 2000 ans. Ils n'ont, comment dire, quand j'étais chez les astrologues, par exemple, on pouvait se demander qui avait inventé l'astrologie et quand. Avec les historiens, on sait que ça ne remonte pas à 10 000 ans en arrière, par exemple. Vous voyez, déjà 2000 ans avant notre ère, ils ont vraiment tout à construire. Un exemple de stèle qu'on a trouvé en Mésopotamie qui représente des dieux, et notamment, si vous voyez là, on a le Capricorne qui est ici. Donc ça doit être entre 1000 et 2000 avant notre ère, je pense. Et donc je voulais vous montrer ça pour vous dire que, vous voyez là-haut, on a des étoiles, mais on n'a jamais de représentation de constellation, par exemple.
c'est-à-dire quand on relie les étoiles entre elles dans le ciel, et ces choses qui sont assez naturelles aujourd'hui pour nous, on n'a pas de traces de ça en tout cas. Par contre, les étoiles, il les observe, il les nomme, il les associe à des dieux, ça c'est sûr. J'accélère, je continue. Vers 1000 avant notre ère, on a certaines tablettes d'un traité, on va dire, qui s'appelle Moul Apin. Et c'est un petit peu le premier ou l'un des premiers traités d'astronomie qu'on possède. Et là, en fait, les personnes parlent de ce qu'ils appellent les chemins de la Lune et du Soleil, qui représentent une zone du ciel dans laquelle circulent les planètes, justement, la Lune et le Soleil. Donc on a tous ces 7 tablettes-là qui correspondent. Et je ne sais plus, voilà, mon image arrive ici. Et donc pour vous dire, en fait, ils ont commencé, comme toutes les astronomies dans le monde, à observer les levées des astres sur l'horizon. Parce que les astres se lèvent toujours du côté est, même si ce n'est pas exactement à l'est. Ils vont culminer au sud et le soir, je l'ai dit, pas le soir, mais quand ils redescendent à l'ouest. Donc c'est toute la journée en fait, toute la nuit, toute la journée, c'est 24 heures sur 24. Et donc ces régularités sont une des raisons de la fascination pour le cours des astres. Mais donc en regardant du côté est, si vous avez déjà vu, le soleil ne se lève pas toujours à l'est, il varie au fil de l'année du nord-est au sud-est, selon les saisons. Et donc ils avaient remarqué que dans la très grande majorité des cas, les planètes se lèvent aussi dans cette zone, à l'est. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont focalisé un petit peu sur ces zones-là. Mais par contre, ils mettent 17 ou 18 constellations dans cette zone. On n'est pas du tout au niveau d'un zodiaque, comme on connaîtra plus tard. 8 siècles avant notre ère, quelque chose de nouveau se produit. On ne sait pas exactement pourquoi, mais commence ce qu'on appelle des observations systématiques. Ça veut dire qu'à partir de là, et pendant je ne sais plus combien d'années, ils vont observer très très souvent les astres, quasiment quotidiennement ou toutes les semaines. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Donc ce n'était pas encore complètement systématisé, il y a vraiment une progression à laquelle on assiste. Et là, ça va être un petit peu l'accélération. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 siècles, ils vont comprendre que les mouvements des planètes sont prévisibles. Alors ça aussi, c'est étonnant parce que ça peut paraître évident, mais si vous avez vu tout à l'heure, ils regardaient quand est-ce que Jupiter passe à droite de Vénus, et ils font la même chose avec les étoiles. Et d'une année à l'autre, en fait, les planètes ne passent pas exactement au même endroit dans le ciel. Donc, ils se rendent compte que c'est plus compliqué. Et puis surtout, auparavant, quand on observait le mouvement des planètes, c'était pour savoir un peu ce que les dieux pensaient. Mais ce que les dieux pensaient de quoi? Ce qu'ils pensaient des actions en cours, de ce que faisaient les hommes, etc. Et donc, on interroge surtout le présent, on n'interroge pas vraiment l'avenir encore, c'est quelque chose qui va venir après, et notamment parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir le retour des planètes. Mais là, à force de regarder vraiment très très précisément, ils y arrivent et ils vont commencer à se poser la question, si on peut prévoir où sera la planète Mars dans 3 ans et 4 jours, est-ce qu'il y a besoin d'un dieu pour ça? C'est-à-dire que selon les événements qui se produiront à ce moment-là, on pouvait quasiment prévoir la position avant. Et là, on va commencer à se poser vraiment des questions différentes et se dire, ce ne sont peut-être pas les dieux qui nous passent des messages, il y a peut-être autre chose qui se joue. Donc je suis parti pour 3 heures, je vais aller beaucoup plus vite alors. Bon, vers 500 avant notre ère, on a la création vraiment du zodiaque des signes, donc en Mésopotamie toujours. Je vais très vite. C'est vraiment pour simplifier le calcul, parce que maintenant ils savent prévoir le retour des astres, et pour simplifier ça, ils vont découper la trajectoire du Soleil en 12 parties égales. Il y a des historiens qui proposent l'hypothèse qu'en fait, ce soit en regardant le parcours du Soleil au fil de l'année, et selon les 12 mois qui étaient dans leur calendrier, qu'ils auraient pu avoir cette idée de partager en 12 parties égales et de projeter ça dans le ciel. Mais ça, c'est vraiment une hypothèse. Donc très rapidement, quelques dizaines d'années, en fait c'est à peu près en même temps, on voit apparaître les premières éphémérides, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait calculer le déplacement des astres, on va commencer à le prévoir et des gens vont commencer à les utiliser. Et là, on va commencer à assister aux premières individualisations des choses. Mais par contre, on est très loin de l'astrologie qu'on connaît. Vers 300 avant notre ère, les choses se déplacent, on va se déplacer du côté de l'Égypte. On trouve ce genre de choses en Turquie aussi. Et en Égypte, on voit qu'on a les premiers mathématicos et horoscopos.
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'intéressent à l'avenir, qui vont faire ce qu'on pourrait appeler de l'astrologie, et puis il y a ceux qui vont faire plutôt les calculs. Mais entre-temps, l'information est passée aussi en Grèce. Le zodiaque est arrivé en Grèce, là où naît vraiment, entre guillemets, notre astronomie, celle dont on a l'habitude. Et les Grecs vont essayer vraiment de géométriser tout ça. Et eux, vraiment, ce qui les intéresse, c'est de se dire, c'est tellement, tellement régulier, comment est-ce que ça se fait que le cosmos obéit à des règles qui ont l'air d'être les mêmes pour le haut et pour le bas, puisque si vous observez les levées de telle ou telle étoile au fil de l'année, c'est toujours au même moment, ce qui indique donc des saisons, etc., etc. Mais le problème, j'en parle après, et donc c'est avec la conquête de César quand il prend en fait l'Égypte, que cette astrologie de naissance va aller dans l'Empire romain et va commencer à se répandre vraiment. Donc c'était encore très très confiné, avec ce qu'on appelle l'énigme de la balance, à savoir que avant que César, je dirais, conquiert, chez les Grecs par exemple, il n'y a pas la balance. On a la constellation des pinces, les pinces du Scorpion, alors que pourtant la balance est présente en Mésopotamie. Et elle va l'être en Égypte, et c'est après qu'elle va passer dans toute l'Europe. Donc ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Bon, je vais passer très vite. Je vous donne un exemple d'un petit talisman qui était à la mode, notamment vers l'année 215. Ça s'appelle des intailles. C'est un petit peu comme des mini-thèmes astro, c'est-à-dire que sur l'extérieur, vous avez les noms des planètes, qui sont des dieux. À l'intérieur, vous avez les signes dans lesquels se trouvent ces planètes. Là, on voit qu'il y en a 2 en Cancer, par exemple. Et le signe principal, c'est celui de l'ascendant. Et ça, je voulais le dire parce que si aujourd'hui vous êtes Bélier, ascendant Capricorne, normalement vous vous reconnaissez vraiment dans le portrait du Bélier, c'est votre portrait, etc. Et à ce moment-là, c'était plutôt le Capricorne. Donc en fait, les gens se seraient reconnus un petit peu à l'envers, et pourtant je pense qu'ils en étaient aussi satisfaits. Et ça pose des questions. J'y reviendrai. Ensuite, je vais passer très très vite, tant pis, hein, sinon je vais vous faire juste l'histoire. Je voulais essayer, mais bon, tant pis. Au moment où l'Église vraiment s'impose en Europe, en fait, l'astrologie est difficile à accepter parce que si elle annonce des choses sur l'avenir, ça remet en question la notion de libre arbitre. Donc ça va vraiment gêner. Il va y avoir beaucoup de condamnations de l'astrologie pour cela, mais c'est surtout la partie judiciaire, celle qui s'intéresse justement à ce qui est prévisible, on va dire. Bon, tant pis, je passe là-dessus. Ensuite, elle va passer par le monde arabe, où elle va vraiment rayonner. Ça va se passer à travers notamment l'espace de Constantinople. Il va y avoir beaucoup de circulation à ce niveau-là. Ça revient en Europe ensuite, mais grâce aux Arabes. L'apogée de l'astrologie, c'est vers la Renaissance. Arrivé au XVIIe siècle, là, c'est un peu le bouleversement du monde, c'est-à-dire qu'on découvre les Amériques, les antipodes. Avec la lunette de Galilée, on découvre que le ciel est très différent de ce que pensaient les anciens. Et puis, est-ce que le Soleil se trouve au centre du cosmos? C'est pas encore sûr, mais on commence à se poser des questions. Donc le système du monde est peut-être complètement différent. Peut-être que les anciens avaient tort finalement, alors qu'on pensait qu'ils avaient tout découvert. Et l'astrologie va un petit peu en prendre pour son grade. Et ça va être le début un petit peu de la fin pour elle. Et puis elle va revenir, elle va être exclue de France pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et elle reviendra en fait à la fin du XIXe siècle. Et c'est vraiment au XXe siècle qu'elle va exploser et en plus devenir mondiale. Et là vraiment, elle va faire le tour du monde. Et ça va être dû aux médias en fait. C'est là aussi que la psychologie se développe et donc va influer l'astrologie. Aujourd'hui, on se pose des questions sur soi avec l'astrologie, mais avant, ce n'était pas vraiment le cas. C'est vraiment très très récent qu'on insiste sur le fait qu'on puisse espérer se connaître avec l'astrologie. Hop. Donc je vais vraiment passer là-dessus, mais je voulais vraiment dire que ça a été tellement travaillé qu'il n'existe pas une histoire de l'astrologie par des universitaires. C'est trop important, le sujet est trop énorme, donc on a toujours des travaux sur des périodes, et il n'y a que des astrologues qui essayent de proposer une histoire de l'astrologie, mais forcément ils restent en surface, même si moi je suis resté très très en surface. Donc l'astrologie avant le XXe siècle, c'est plutôt une astrologie divinatoire en fait.
Merci Serge. Bon, on a pris un peu de temps. Oui. On va se rattraper sur le reste et puis sur les questions, mais c'était quand même important, je pense, hein, ce cadrage historique, notamment pour la suite des questions. Alors la question suivante, assez rapidement, mais c'est quand même important de la traiter. On remarque depuis quelques années une remontée en puissance en fait hein, de l'astrologie, en tout cas de l'intérêt qui est manifesté via l'astrologie, notamment depuis le Covid, on va dire à peu près. Est-ce que vous avez, Serge, des possibilités de nous expliquer un petit peu pourquoi ? Eh bien oui, je vais vous proposer quelques réponses en tout cas, ou quelques hypothèses. On n'avait rien préparé. Non, c'est vraiment spontané, vous voyez. Donc en fait, le retour de l'astrologie, c'est pas la première fois, hein, c'est assez cyclique avec elle. Donc je vais aller très vite. Hop, je vais passer tout ça. Ça, c'est pour cette courbe que je vous donne. Au début, ça a commencé avec des travaux de sociologues qui voulaient s'intéresser justement à la présence de la croyance en l'astrologie dans la société. Et depuis les années 80, dans certains sondages, on essaye de poser la même question. Parmi d'autres, hein, mais il y en a une qui pour moi est importante, c'est croyez-vous à l'explication du caractère par les signes astrologiques ? Et donc depuis les années 80, vous pouvez voir que les réponses sont élevées. C'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près un tiers des gens qui y croient, et en ce moment un petit peu plus, puisqu'on est quasiment autour de 44%. Alors ce sont des adultes, donc quasiment un adulte sur deux pense que le signe astrologique a une influence sur son caractère. Et en termes de retour de l'astrologie, en fait, j'aime bien ces courbes-là qui montrent en fait le nombre de recherches sur Google, notamment en français. Et on voit par exemple sur la courbe jaune qui monte, c'est celle de la recherche du signe astrologique. Alors qu'en bleu, c'est la recherche du mot astrologie. Et on voit qu'elles se croisent notamment vers les années 2010. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'observe un petit peu dans les médias, chez les astrologues, etc. Et j'ai vraiment l'impression que la croyance dans les signes astrologiques est vraiment en hausse. Et on la retrouve notamment sur les réseaux sociaux. Et alors que la croyance en l'astrologie en général est plutôt en baisse. Moi, je vois régulièrement maintenant des gens qui expriment sur les réseaux sociaux, qui croient dans leurs signes, mais qui ne croient pas du tout dans les planètes, les machins, les trucs, alors que c'est juste le fondement même de leur croyance, mais bon. Et donc, il semble qu'au moment de la Covid, donc ça je vais passer aussi, ouais, il y a eu beaucoup plus de contenus qui sont apparus sur Instagram et sur TikTok, et en même temps beaucoup plus d'audience. Et la question c'est quelle est la cause, quel est l'effet ? C'est pas évident. Et la forme de ce qu'on trouve sur notamment Instagram et TikTok de cette astrologie-là est un peu différente de ce qu'on trouve d'habitude. Nous, on était entre guillemets habitués auparavant au format de l'horoscope de presse, par exemple, ou de l'astrologue qui parle du signe et puis qui fait des prévisions et tout ça. Alors que sur ces sites-là, on va trouver des choses comme ça, qui moi au début me laissaient vraiment sans voix. C'est sous forme d'humour, souvent. L'humour est souvent présent sur ces réseaux. Ils sont obligés d'utiliser des images. Donc des images vraiment fixes sur Instagram surtout, et puis des vidéos sur TikTok, même si après on peut mettre les deux. Et pour vous donner une idée, vraiment, c'est caricatural et volontairement caricatural. En bas, par exemple, vous avez quelqu'un, c'est censé être un bélier, et en anglais, il dit juste mon job, donc en tant que bélier, c'est juste d'être énervé en permanence. Voilà. Et là, vous avez des milliers de likes de gens qui viennent en disant « Ah, c'est vrai, c'est exactement moi ». Et c'est... moi, j'avoue qu'au début, quand je voyais ça, je ne comprenais vraiment pas, quoi. Je me demandais ce qui était en train de se passer. Et en fait, l'idée, c'est de caricaturer le signe astrologique sous forme humoristique, histoire de moins se prendre au sérieux, de moins se prendre la tête. Mais moi, j'ai peur que derrière ça, en fait, l'idée, ça soit de dire... on caricature, mais ce sont des choses qu'on considère comme vraies. C'est pour ça qu'on peut les caricaturer. Et c'est pour ça que les jeunes peuvent adhérer à ces choses-là. Parce que si on ne croyait pas ce qu'on écrivait, quelque part, à quoi ça servirait ? Surtout que ce sont des gens qui y croient, hein, qui publient ce genre de choses. Et moi, l'impression que j'ai avec ça, comme avec les horoscopes de presse, c'est que par ce biais, mine de rien,
ben, ceux qui ne connaissent pas le portrait du bélier, par exemple, eh ben, ils vont retenir que le bélier, c'est quelqu'un d'énervé. Alors, je pense qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord, hein, ici. Moi, je ne suis pas d'accord, par exemple. Mais mine de rien, c'est le message qui passe. Et en faisant ça régulièrement, eh ben, on instille des petites choses sur chaque signe. Et puis, ben, quand on est en recherche d'interrogation sur soi, souvent quand on est jeune d'ailleurs, eh ben, on peut essayer de voir ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas. On a l'impression de faire un choix, entre guillemets, rationnel, puisqu'on se dit, je vais réfléchir, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on propose une grille de lecture, et puis finalement, à force de lire des portraits du bélier, eh ben, on se pose des questions de bélier, puisque c'est l'astrologue qui pose ces questions-là, et on va commencer à avoir une vision du monde de type bélier, mais pas parce qu'on est bélier finalement, mais parce qu'on a peut-être commencé une forme d'autoprogrammation. Alors c'est jamais super développé, hein, mais c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, qui fait qu'on peut être amené à s'intéresser après à ces choses-là. Et moi, c'est quelque chose que je reproche un petit peu à l'astrologie des médias depuis un siècle. Et donc, ça donne d'autres hypothèses, si vous voulez, sur l'astrologie. Et donc, à propos de la Covid, en fait, ce qui s'est passé au moment de la Covid, évidemment, c'est qu'on s'est retrouvés tous confinés chez nous. Et le fait d'être chez nous, eh ben, ça nous a donné beaucoup de temps. Pas pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup. Et donc, il a fallu qu'on s'occupe. Et si je ne me trompe pas, on a observé vraiment une très grande augmentation d'inscriptions sur des réseaux comme Instagram, TikTok et compagnie. Donc il y a plein de gens qui sont allés là-bas au moment du confinement, aussi parce qu'il fallait s'occuper, parce que ça avait l'air sympa, etc., etc. Et ils se sont retrouvés au contact, notamment de croyances avec lesquelles ils n'étaient peut-être pas forcément au contact. Et moi, je pense, mais ça c'est mon point de vue, parce que personne ne travaille là-dessus, donc on n'a pas vraiment de vérification, mais je pense vraiment que c'est une coïncidence, une corrélation, le fait qu'au moment de la Covid, il y ait plein de gens qui aient commencé à plus s'intéresser à l'astrologie. C'était pas, il y en a qui vont vous dire, oui, c'est parce que la période était inquiétante, et quand on est inquiet, on va se poser des questions, on va se tourner vers ces sujets-là. C'est vrai, il n'y a pas de problème, mais franchement, le fait qu'on ne sache pas quoi faire toute la journée pendant 3 mois, ça peut être aussi une raison pour laquelle on s'est retrouvé en contact avec ces choses-là. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec cette présence sur ces réseaux, il y a des tas de gens qui ont développé des applications informatiques qui ont fait que des astrologues, des numérologues, des machins, des trucs de tout le monde et de tout âge, hein, même pas forcément des personnes majeures, ont pu commencer à monter des petits business, si vous voulez. Parce que tout ce que vous produisez sur ces réseaux, ça peut aussi vous rapporter un peu d'argent. Et quelque part, moi j'ai l'impression que depuis à peu près 2020, il y a vraiment de l'argent qui est rentré dans ces sujets-là, on va dire, et qu'il y a des gens qui peuvent maintenant plus en vivre qu'ils ne le pouvaient auparavant. Et à partir de là, ils sont plus actifs et ils produisent plus de choses, et c'est un petit peu un cercle un petit peu vicieux. Donc ça, j'en parle pas, tant pis, on n'a pas le temps. Le risque des algorithmes, on en a déjà parlé sur Internet, c'est qu'ils vous proposent ce que vous cherchez. Ce qui est un petit peu logique, parce que leur but à eux, c'est que vous restiez le plus longtemps possible avec eux pour voir de la publicité. Et donc, si vous pouvez être bien, être content, c'est encore mieux, comme ça vous restez plus longtemps. Mais le problème de ce genre de choses, c'est que, moi, les arguments que je vous donne, par exemple, en ce moment, il y a des chances que vous les ayez jamais croisés auparavant. Si vous vous intéressez à l'astrologie, je veux dire. Vous risquez plutôt de tomber sur des contenus astrologiques produits par des astrologues et des gens qui croient en l'astrologie. Et ce ne sera peut-être pas 100% des cas, mais peut-être 95% des cas. Ce qui fait que vous avez une information, mais qui n'est pas du tout complète. Et aujourd'hui, on donne un nom à ce genre de choses. On appelle ça de la mésinformation. Donc la désinformation, c'est quand on vous dit des choses fausses. On vous dit le contraire de l'information réelle. La mésinformation, c'est qu'on va vous répéter 90 ou 95 fois quelque chose, qui peut être vrai, qui peut être faux aussi, et puis 5% des fois, on va vous donner une autre information vraie, mais on va beaucoup moins en parler. On risque de ne retenir finalement que celle qui a été rabâchée un grand nombre de fois. Donc si, c'est simple, tous les jours vous avez des milliers des millions de connexions pour consulter un horoscope de presse qui va vous dire que, soi-disant, la position des planètes vous annonce des choses.
mais vous n'allez quasiment jamais croiser, ou même pas du tout, une critique de ces choses-là. Pourtant, elles existent. Moi, quand j'étais chez les astrologues, on essayait de publier des choses, des communiqués de presse, pour montrer que l'horoscope de presse est absurde astrologiquement parlant, si on rentre dans la technique, comment c'est fabriqué, etc. Mais ces informations-là, on ne les a pas. Donc, à mon avis, la mésinformation sur l'astrologie, sur les critiques de l'astrologie aussi, qu'on ne trouve quasiment pas dans les médias, ou alors c'est un peu toujours les mêmes, ben, ça peut expliquer aussi pourquoi ça n'empêche pas, en tout cas, de croire en astrologie. Et parce que les gens aiment être informés, donc quand on leur dit les choses, ça les intéresse, et après, ils peuvent vraiment se faire un avis. Donc on a compris qu'il y avait de la manipulation de l'information, on a compris qu'il y avait une orientation très business aujourd'hui, en fait, de l'astrologie. Donc en fait, une forme de dénaturation de ce qu'elle pouvait peut-être être il y a quelques siècles en arrière. Et pourtant, vous avez fait votre coming out tout à l'heure, vous étiez astrologue. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous pratiquiez l'astrologie et puis que d'un seul coup, vous vous dites, non, en fait, ça ne me correspond plus ou je n'y crois plus. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Eh bien, en fait, ça ne s'est pas du tout produit du jour au lendemain. Ça a vraiment pris des années, parce que quand on croit vraiment fermement en quelque chose, et notamment en l'astrologie, c'est vraiment la représentation de l'être humain que vous construisez. Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je suis qui je suis et ce que je suis? C'est aussi une grille de lecture du réel. Pourquoi est-on connecté aux astres? C'est ce que je croyais, en tout cas. Vraiment, ça pose des questions métaphysiques fondamentales. Et quand on commence à douter de la chose, comme ça m'est arrivé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que vous pouvez abandonner une croyance, mais il y en a toujours d'autres qui vont rester. Donc moi, je suis tombé dans l'astrologie, j'avais à peu près 19 ans. Et c'était un moment de ma vie où j'étais très très mal, puisque je venais de connaître mon premier grand chagrin d'amour. C'était la première fois, mon grand amour qui s'effondrait. Et je n'étais pas du tout mature psychologiquement, donc je ne savais pas du tout comment faire face à ça. Et je me suis tourné vers un peu tout et n'importe quoi, la voyance, la numérologie, l'astrologie, etc. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser notamment à l'astrologie. Et comme j'étais quelqu'un qui me posait des questions depuis que j'avais l'âge de 10 ans, en fait, l'astrologie m'a posé de nouvelles questions, des questions que je ne m'étais pas posées. Et je suis tombé, moi, dans l'astrologie comme ça. Et donc, quand on parle du sentiment de manque de contrôle, que j'ai évoqué tout à l'heure, moi, j'étais exactement là-dedans. Mon monde venait de s'effondrer, mon monde affectif en tout cas, et donc je me suis tourné vers ces choses-là. Alors, je vais passer sur plein de choses. Au début, en fait, moi, j'étais vraiment très influencé par les programmes télévisés, et notamment, il y avait beaucoup d'émissions dans les années 90 où on voyait des gens venir débattre, des sceptiques et des croyants, notamment des astrologues et des croyants. Et moi, j'ai commencé à essayer de trouver des réponses aux arguments des sceptiques, parce que je voulais quand même prouver l'astrologie, c'était évident qu'il y avait quelque chose. En 2003, parce que moi je travaillais dans mon coin tout seul, comme beaucoup de gens, j'ai contacté la Fédération des astrologues francophones. Et je suis rentré à la fédération. Alors en tant que trésorier, mais j'étais vraiment dans l'équipe, dans le bureau, ce qui fait que j'étais en contact avec tout le monde, je produisais aussi des articles, des communiqués de presse, etc. Et là, j'ai découvert le monde de l'astrologie. Et c'est à la fois le monde de l'astrologie et le monde des astrologies. Parce qu'en fait, quand on commence à rentrer dans le détail, il y a des tas d'astrologies différentes qui ne sont pas d'accord entre elles. Certaines se construisent même contre d'autres astrologies. Et en fait, contrairement à l'image qu'on a notamment dans les médias, eh ben, le monde de l'astrologie n'est pas du tout uni, n'est pas du tout d'accord, et j'aurais même envie de dire sur quoi que ce soit. Donc un monde très bigarré. Et puis surtout, quand ils ne sont pas d'accord ou quand ils se trompent ou ce genre de choses, ce n'est jamais l'astrologie qui est mise en cause. C'est forcément l'astrologue qui s'est trompé. Alors moi, j'avais un cursus en philo et tout ça, je posais vraiment des problèmes, parce que moi, j'avais envie de poser des questions, et il y a plein de questions qui étaient même interdites. Pourquoi est-ce que tu penses que Mars en bélier, ça veut dire telle chose? Ah ben, c'est mon expérience, je l'ai vérifié par moi-même, c'est toujours cette réponse-là qu'on avait. Ou alors, c'est la tradition. Bon. Mais on ne pouvait jamais vérifier vraiment, en fait, finalement. Il fallait le faire par nous-mêmes et puis voir si ça correspondait, etc. Et puis, il m'est arrivé 2-3 trucs. Par exemple, un jour, j'avais une amie qui avait été contactée par un éditeur
qui voulait qu'elle lui propose des portraits d'hommes célèbres par l'astrologie. Et donc, elle en avait fait un notamment pour l'astronome Galilée au XVIIe siècle, qui a été le premier à avoir des résultats en pointant une lunette vers le ciel. Et donc, elle avait fait un portrait de Galilée qui correspondait bien et tout, et puis qui correspondait à certains moments clés de sa vie, où étaient les planètes à ce moment-là. Et donc, on était plusieurs à relire ce qu'elle faisait. Bon, bah, ça avait l'air bien, même si moi, ça ne me parlait pas trop, parce que je n'aimais pas trop faire ça, mais en tout cas, les autres étaient vraiment satisfaits. Et à un moment, il y en a un qui lui dit « Mais au fait, tu es sûr de la date de naissance que tu as utilisée ?» Et là, ça a été un peu le drame, parce qu'elle s'était trompée de 2 ans. Donc, elle a essayé vite de se rattraper en comparant la nouvelle carte avec l'ancienne. Il y a peut-être des choses en commun, et non, il n'y avait à peu près rien. Donc, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc, ça en est resté là. Mais moi, ça m'a vraiment marqué, parce que j'avais déjà remarqué des choses comme ça aussi. Et là, vraiment, j'avais vu qu'elle était satisfaite du portrait qu'elle avait produit, mais vraiment à partir d'une donnée qui était fausse. Elle n'était pas approximative, elle était fausse. Et là, j'ai commencé à me poser des questions bizarres du style, mais est-ce que l'astrologie pourrait marcher tout en étant fausse? Donc quand on est croyant, c'est difficile, hein, ce genre de questions. Et en fait, j'ai arrêté la pratique. Donc en reprenant mes notes, j'ai été surpris de voir que 6 mois après avoir rencontré les astrologues, j'ai arrêté de pratiquer. Mais moi, j'avais une formation en philo, donc j'étais un théoricien, et je me suis dit, il y a un problème, parce que ça marche trop bien pour être faux. Donc, il faut prouver tout ça. Et donc, comme Descartes, que j'avais croisé dans mes études, je me suis dit, allez, je vais tout reprendre à zéro et je vais essayer de prouver l'astrologie. Et donc, j'ai commencé à essayer de faire du tri. J'ai créé un blog qui s'appelait L'astrologie face à elle-même. Ça a été, à ma connaissance, le seul blog qui a été consacré à la critique de l'astrologie, mais de l'intérieur, puisque moi, je connaissais le sujet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de mettre des choses de côté, soit qui ne marchaient pas, soit qui n'étaient pas justifiées, et finalement, j'ai fini par vraiment mettre à peu près tout de côté. Et en plus, j'ai commencé à trouver des erreurs dans la pratique dont on ne parlait jamais. Et finalement, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, je peux rendre compte de la plupart des succès de l'astrologie, mais sans avoir besoin d'astrologie. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'astrologie? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons différentes qui expliqueraient? Et puis, les gens que je croisais autour de moi, c'était des astrologues. Mais les astrologues, ce sont des astrologues comme ça qui ont fait la tradition de l'astrologie. Donc si les astrologues d'avant étaient les mêmes, enfin à peu près de la même qualité, que valait la tradition de l'astrologie? Donc j'ai vraiment été amené à remettre en question ma croyance à cause de ce genre de choses. Merci Serge. Ce qu'on a bien compris, c'est que votre approche très concrète du monde de l'astrologie, notamment via l'appartenance à la fédération francophone dans le domaine, vous amenez à mettre en évidence l'hétérogénéité des pratiques. Oui. En fait, donc il y a des écoles différentes, donc il n'y a pas les mêmes référentiels, donc ça questionne. C'est pas quelque chose de stable, contrairement à ce que l'on peut penser. Que finalement, si je résume, on trouve ce que l'on veut trouver, où on fait coller en fait des éléments entre eux pour essayer d'y mettre une cohérence. Et que vous, votre démarche, elle est passée par la reconnaissance des contradictions que vous avez pu trouver et puis par le fait petit à petit de lever le voile. Ce qui nous amène à la 4e question. Donc, vous nous avez dit, effectivement, ce n'est pas un cadre de référence unifié, l'astrologie. Il y a des désaccords, les systèmes sont plus ou moins incompatibles. De fait, voilà, comment est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu plus préciser ce point-là? Eh bien, allons-y. Donc, je vous ai mis un schéma que je vais vous expliquer juste après. Mais donc, en rentrant dans le monde de l'astrologie, j'ai fait connaissance avec les querelles de chapelle entre astrologues, entre astrologie. Et donc, comme je vous le disais, ce n'était pas du tout unifié. L'exemple que je vous ai donné ici, donc vous avez vu tout à l'heure le cercle du zodiaque dans lequel on localise les planètes. Ça, c'est un 2e cercle que les astrologues utilisent et qui va définir une notion que vous avez entendue normalement, c'est celle de l'ascendant. Alors je dirais, peu importe ce que veut dire précisément ce schéma. Chaque cercle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un système de maison. C'est-à-dire que le cercle va être coupé en 12 parties et il y a plein d'astrologues qui ont produit des tas de systèmes différents. Et pourtant,
ils vont, comment dire, personne ne peut dire en quoi un système serait meilleur qu'un autre. Et de mémoire, je ne sais plus si c'est 25 ou 35 systèmes différents qui existent. Et les astrologues utilisent donc ces systèmes, les uns, les autres, etc. Et donc, les cases que vous voyez en violet et en blanc, ce sont, par exemple, je prends celui-là, mais je pourrais en prendre d'autres. Comme les cases sont numérotées de 1 à 12, vous voyez la maison 12, la maison 11, la maison 10. Et ben, dans ce système-là, elles sont ici, elles sont égales. Alors que dans celui-ci, le système de Placidus, vous voyez, elles ne font pas tout à fait la même taille. Et puis là, on a celui-là, et puis on a celui-là. Et en fait, une planète peut se retrouver dans une maison, dans une autre, dans une troisième, selon le système qui est utilisé. Ça donne vraiment une idée de la diversité technique qu'il y a dans le monde des astrologues. Et ça, moi je vous donne l'exemple des maisons, mais c'est à peu près valable pour tout. Un jour, j'ai assisté à un débat, c'était terrible pour moi, entre le président de la fédération et l'un des membres d'honneur qui était un astrologue renommé dans la communauté. Et en fait, ils se disputaient. Et puis, comme ils connaissaient leur date de naissance, il y en a un des deux qui dit à l'autre « Mais en ce moment, de toute façon, ton jugement est altéré parce que tu as Pluton qui est en carré au Soleil. » Alors, je ne rentre pas dans les détails de l'interprétation, mais c'est quelque chose de courant en astrologie. Quand vous y croyez, c'est normal de regarder où sont les planètes. Le problème, c'est que c'est là que j'ai compris qu'on pouvait utiliser les astres pour renforcer ses opinions et ses affirmations. Alors, peut-être avait-il raison. Et je me suis dit, allez, si on a de la chance. Donc, c'était André Barbeau qui reprochait à notre président d'avoir un carré de Pluton au Soleil à ce moment-là. Et je suis allé voir dans les planètes de Barbeau, et il avait le même carré. Ah, ça m'a fait plaisir déjà de le trouver, et ça m'a confirmé dans mon idée qu'en fait, c'était un argument qu'il avait trouvé pour asseoir un petit peu plus son discours. Et là aussi, j'ai compris qu'il y avait vraiment d'autres enjeux dans l'interprétation de ce qu'on pouvait en faire. C'est pas seulement, entre guillemets, naïf au bon sens du terme, d'essayer de comprendre les choses. En fait, on est aussi mu par nos opinions et elles influent sur nos jugements. Et donc, moi, ça m'a posé la question du ça marche. Parce que quand on voit des astrologues débattre entre eux, même quand ils n'ont pas les mêmes systèmes, il y en a un qui dit toujours « Mais regarde, moi j'interprète de telle manière et tu vois, ça marche. » Et l'autre, il lui répond « Et regarde, moi j'interprète différemment et puis ça marche. » Et quand on est une troisième personne et qu'on regarde le débat, on se dit « Mais alors là ça marche, mais les deux ne peuvent pas marcher en même temps. Ça veut dire quoi ça marche ?» Et ça, c'est des questions que j'ai moi voulu poser à la communauté, mais je n'ai jamais de réponse là-dessus. Comment on définit le « ça marche » en astrologie? Ça veut dire quoi ça marche? Ok, ça correspond, on peut interpréter symboliquement une situation à l'aide de telle ou telle configuration, mais ça arrive régulièrement aussi qu'il y ait des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se trompent de date de naissance quand ils montent leur thème. Et on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Et surtout, là, moi, ça m'a remis la notion d'autorité en question. Parce qu'André Barbeau, c'est quelqu'un... dans les années 2000, il devait avoir peut-être 50 ans d'expérience. Et il commet, pour moi, une erreur de débutant. Et le président en face, il avait peut-être que 30 ou 40 ans d'expérience, mais c'était deux personnes expérimentées. Donc finalement, l'expérience, est-ce que c'est vraiment un argument? Parce qu'on va vous dire, l'astrologie, il faut beaucoup la pratiquer pour vraiment la comprendre et faire des choses sérieuses. Moi, quand je vois j'ai vu plein de débats entre astrologues expérimentés comme ça, et ça ne suffisait pas. Et donc... de ces désaccords, de certaines erreurs que j'ai trouvées, je n'aurai pas le temps de développer, vraiment, j'ai commencé, moi, à essayer de construire une théorie de l'erreur pour se rapprocher d'une connaissance, parce que toutes les connaissances font ça. Elles essaient de déterminer là où elles se trompent, et puis, on met de côté quand on fait des erreurs et on garde le reste. Et je n'ai pas été suivi. Personne n'a voulu aller dans le même sens que moi, dans la même direction que moi. Je passe sur la question de la complexité, mais elle rend quand même compte de ce qu'on observe, à savoir que le système est tellement complexe que souvent vous entendrez des astrologues vous dire « Oui, c'est pour ça que la science ne peut pas réussir à vraiment l'analyser. L'astrologie, c'est tellement complexe, c'est tellement particulier. » Mais moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que l'astrologie, elle est peut-être trop complexe pour l'astrologue. Mais ça aussi, j'ai posé des questions, sincèrement, honnêtement, à la communauté. Comment on gère la complexité de notre système? Ces questions-là, je n'ai jamais eu de réponse. Les gens ne voulaient pas se les poser.
Donc vous voyez, on a des moyens d'interroger la croyance de plein de façons différentes. Et c'est vrai qu'avec l'astrologie, on a l'avantage d'avoir un système géométrique. Donc c'est peut-être plus facile d'interroger la croyance astrologique que d'autres croyances, mais je pense qu'on peut appliquer certaines questions à plein de choses comme ça. Oui. Merci. Alors, toujours dans la même thématique, moi j'ai beaucoup entendu dire que voilà, les systèmes astrologiques ont été mis en place il y a des centaines ou un peu plus, 1000 ou 1500 ans, voilà. Sauf qu'on sait que les constellations sont plus positionnées au même endroit aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plusieurs centaines d'années. Et pourtant, on utilise toujours les mêmes cartes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer. Je vais vous faire deux réponses. Le premier, le problème que vous évoquez, c'est celui qu'on appelle de la précession des équinoxes. Donc là, je vous ai mis un schéma qui a l'air super compliqué. C'est vrai qu'il y en a un petit peu de partout. Ce que ça représente, c'est la voûte céleste, une partie de la voûte céleste. Et ce que vous avez en rouge, ce sont les limites officielles des constellations, celles qu'on a définies en 1930. Exemple, là, ça doit être la constellation du triangle. Les limites officielles, c'est ça. Ce qui est en bleu, si vous voulez, c'est les constellations ou l'impression qu'on a que les étoiles forment des dessins dans le ciel. Et si on les relie, ça donne ces petits schémas bleus. Si vous connaissez le W de Cassiopée ou même la grande ours, tout simplement, la casserole, en fait, en bleu, c'est ce qu'on appelle l'astérisme. Et puis, pour des commodités astronomiques, on a créé vraiment des frontières autour en 1930. Et donc, ce sont les limites des constellations. En jaune, j'ai représenté ce qu'on appelle la bande zodiacale. Donc, vous avez certains signes astrologiques qui sont là. Et maintenant, si vous regardez bien, par exemple, au hasard ici, on a le signe des poissons. Donc, le signe des poissons, c'est ce rectangle. Mais ce rectangle, vous voyez, qui déborde, il est un peu sur cette constellation-là et sur celle-ci. Et il est essentiellement sur la constellation du Verseau. Et il est un petit peu sur la constellation des poissons. Et ça pose un problème parce que on est en train de parler d'astrologie, donc c'est censé parler des astres, du ciel, de la voûte céleste. Et il se trouve que, depuis la création du zodiaque 500 ans avant notre ère, qui est donc le zodiaque des signes, à ce moment-là, il y a un décalage qui s'est opéré. Alors attention, que tout le monde a vu, hein, ce n'est pas une découverte, on n'a pas découvert aujourd'hui qu'il y avait un décalage entre les signes et les constellations et que les astrologues, ce sont de gros imbéciles qui n'ont rien vu pendant 2000 ans. C'est absolument faux, hein, le monde de l'astrologie est tout à fait au courant, il l'a toujours su. Mais il n'empêche que, en fait, aujourd'hui, on sait que c'est l'influence du Soleil et de la Lune sur la Terre qui tourne sur elle-même qui fait qu'il y a un décalage qui se produit. Et le repérage en signe astrologique se décale par rapport au repérage en constellation. Alors ça pose des problèmes parce que, si vous voyez la Lune, par exemple, je prends au hasard ici, elle se trouve donc dans la constellation du Verseau, mais aussi dans le signe des Poissons, puisqu'il y a un décalage. Et donc finalement, est-ce que l'astrologie doit repérer en constellation? Est-ce qu'elle doit repérer en signe? Alors ça, c'est des questions internes, hein. Il y a plein de débats entre les astrologues. Et moi, le problème que je retiens de tout ça, parce que je vous dis, les astrologues sont au courant depuis très longtemps, donc pour eux, ils ont décidé, pour leur grande majorité, de repérer dans les signes, et ils font comme ça depuis presque 2000 ans. Moi, c'est ce que je faisais. Mais dans tous les cas, il y a un problème, c'est que les signes astrologiques ne correspondent plus au ciel réel. Et donc, quelque part, astrologie, est-ce que ça porte encore bien son nom? Ça aussi, c'est des questions qui sont assez graves. Parce que si on regarde bien dans le détail, en fait, les rectangles des signes astrologiques, ce sont des rectangles géométriques, c'est purement virtuel en fait, parce qu'ils n'ont pas été définis en fonction des constellations à la base. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais en fait, le système astrologique, c'est des cercles sur lesquels tournent des points, qui sont les planètes. On n'utilise même pas vraiment les positions exactes des planètes, on opère des projections, tout ça. Et le système astrologique, finalement, s'il ne correspond pas au ciel réel, pourquoi est-ce qu'il pourrait parler de la réalité?
Enfin, ça, pour moi, c'est des questions super importantes que je n'ai jamais vues développer chez les astrologues. Et pourtant, je leur écris. Hein, j'écris régulièrement aux associations, tout ça. Je leur pose ces questions-là, mais j'ai jamais de réponse. Donc, ma réponse à votre question, c'est oui, il y a vraiment un décalage, mais attention, hein, les astrologues sont au courant. Hein, c'est pas, il ne faut pas leur dire « Oh là là, vous êtes trop bête, vous n'avez pas vu venir la chose », c'est pas vrai. Mais par contre, pour moi, ils perdent une légitimité supplémentaire de s'appeler astrologie. Alors, en astrologie, il y a les planètes, on utilise les planètes, hein, ce sont des astres, donc on peut encore sauver ça. Mais si on voit comment sont... Oh bah, j'en parle juste après, je vais vous le dire. Ah oui, j'avais prévu cette représentation. Si on met à côté... Donc c'est une représentation pédagogique, hein, ça ne correspond pas au ciel réel. Le ciel réel, vous l'avez à côté. Si on met en balance, enfin l'un face à l'autre, le zodiaque des signes et les constellations qui se trouvent au même endroit, eh ben, vous pouvez vraiment voir les décalages. Exemple, la constellation de la Vierge qui est immense, elle recouvre aujourd'hui le signe de la Balance. Donc une planète qui passe dans le signe de la Balance, elle est devant les étoiles de la Vierge. Il n'y a plus de Balance du tout. Hein. Et puis après, il y a plein de petits décalages un peu de partout. Enfin bon. Et allez, j'en parle pas. En tout cas, quand moi j'ai pris conscience un peu de tout ça, j'ai commencé à me dire, mais alors si je ne peux pas faire confiance à ce que disent mes confrères, peut-être qu'on peut aller voir ce que disaient les premiers astrologues, parce que peut-être que eux, quand même, c'est eux qui ont mis l'astrologie en place et tout. Et donc, il se trouve qu'en 1899, un historien qui s'appelle Boucher-Leclerc a publié une somme sur l'astrologie grecque, puisque c'est celle qu'on connaît, nous, dans laquelle il compare un peu ce que faisaient les astrologues très très tôt dans la pratique de l'astrologie. Et en fait, c'est assez fou de voir à quel point il semble que l'état était le même dès le départ. Donc, c'était pas plus simple au départ, il n'y avait que des querelles, les gens n'étaient pas d'accord entre eux, chacun avait ses théories. En plus, vous l'avez un petit peu vu au tout début, moi j'ai souvent entendu dans le milieu astrologique des gens dire « mais comment on a défini le symbolisme du bélier, du taureau, des gémeaux ?» Eh bien, on a observé les gens et on a comparé avec leur date de naissance, et puis voilà, ça a fait les 12. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Jamais, jamais. Le peu que je vous ai montré au début, ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Les signes astrologiques, l'importance qu'on leur donne aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un siècle que c'est comme ça. Au début, c'était complètement différent. Et puis, pour le plaisir, le zodiaque a été inventé bien avant les astrologues. Je veux dire, un astrologue, aujourd'hui, il utilise le zodiaque des signes, il utilise des choses comme ce qu'on appelle l'ascendant, les angles qui sont les aspects, etc., qui ont été inventés bien après le zodiaque. Donc, vraiment, j'ai pris conscience de ma croyance aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment, on imaginait l'origine de l'astrologie, on imaginait les pouvoirs de l'astrologie, voire de l'astrologue, mais en fait, les choses, basiquement, sont beaucoup plus complexes et un petit peu moins jolies, on va dire. Pareil, j'en dirai pas plus là, mais là-haut, vous avez le ciel réel, à un moment donné, par exemple, et le même ciel utilisé par les astrologues de l'astrologie des signes, il ressemble à ça. C'est un ciel dans lequel il n'y a plus d'étoiles et dans lequel tous les astres sont alignés. Mais ce ne sont pas les mêmes, en fait. Enfin, il y a des histoires de projection. Donc, le ciel réel, ce n'est pas celui des astrologues, c'est celui des astronomes. Alors, on va passer à la dernière question. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'astrologie n'est pas une découverte, mais elle est une construction des hommes, en fait. Et la dernière question, qu'on va essayer de traiter rapidement pour avoir du temps pour les questions, Serge, si c'est possible, mais c'est plus largement quels outils rationnels sont à notre disposition pour questionner ces croyances-là. Ça tombe bien, j'ai un slide. C'est trop bien. Donc, pour aller très 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 vite, en fait, on a souvent on voit souvent. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Je vois régulièrement des gens réduire la rationalité à la science. C'est-à-dire qu'en gros, c'est science contre croyance. Un point, c'est tout. Et évidemment, la raison, c'est la science.
Bon, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La science, telle qu'on la connaît, alors la science, déjà, ça ne veut rien dire, mais les sciences telles qu'on les connaît, elles ont allé au maximum 300 ans, 400 ans. Donc, avec la méthodologie qu'il y a derrière, etc. Donc, auparavant, on pouvait se poser les mêmes questions, mais il n'y avait pas la science. Et pourtant, il y avait quand même des gens qui étaient dotés de raison. D'ailleurs, la raison, ça renvoyait plutôt à la philosophie. Les personnes rationnelles, entre guillemets, c'était les philosophes. Et donc, vraiment, pour questionner les croyances, vous voyez, c'est un petit peu un choix que j'ai fait ce soir. Je ne vous ai pas parlé d'expérimentation. On a testé des centaines de fois l'astrologie sous toutes ses formes. Et donc, il y a plein de choses intéressantes à en dire. Mais quand les expérimentations sont rigoureuses, les résultats sont toujours négatifs. Exceptionnellement, on peut avoir un résultat positif, mais c'est normal, c'est ce que prévoit le hasard, qui est de temps en temps un résultat positif. Donc, pour questionner une croyance, d'ailleurs moi quand je l'ai fait, je ne maîtrisais pas la méthode scientifique. Vous avez vu, je me suis posé plein de questions, mais que d'autres se sont posées avant moi. Les philosophes ont beaucoup interrogé les croyances pendant des siècles et des siècles, et ils l'ont fait un peu comme je l'ai fait là, c'est-à-dire en comparant ce que disaient les uns et les autres, en testant par eux-mêmes, on va dire, les prétentions des uns et des autres, en essayant de voir quelle était la cohérence des systèmes, et puis essayer aussi d'attacher de l'importance aux erreurs. Comment expliquer les erreurs? Comment expliquer les échecs? Il y a vraiment des questions très intéressantes qu'on peut se poser, et on peut se les poser sans forcément vouloir tout mettre par terre. Mais c'est bien de se poser des questions, parce qu'on peut se tromper, et puis on peut mettre quelques erreurs de côté, et puis garder le meilleur à côté. Bon, si vous faites comme moi, je ne vous garantis pas du résultat, mais en tout cas, la démarche elle-même est intéressante. Et donc, pour questionner les croyances, revenir aux sources, c'est toujours très intéressant. C'est-à-dire ne pas se contenter de ce qu'on dit, ou de ce que disent les gens, ou quand ils citent aussi des grands esprits, des grandes personnes. C'est bien d'aller voir ce que les personnes elles-mêmes ont écrit, parce que des fois, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, j'avais des exemples, mais j'ai pas eu le temps, je ne pouvais pas les développer. Mais moi, c'est ce que j'ai fait notamment, et puis je me rends compte que, par exemple, pour le plaisir, l'astronome Kepler qui a découvert ce qu'on appelle maintenant les lois de Kepler, qui permettent de calculer les trajectoires des planètes autour du Soleil, c'était avant Newton, et lui, c'était un fervent astrologue. Et donc, il y a plein d'astrologues qui le prennent en exemple en disant, regardez, l'un des fondateurs de l'astronomie moderne, littéralement, c'était un astrologue. Donc quand même, l'astrologie, il y a quelque chose. Et quand on va vraiment lire ce que faisait et ce qu'écrivait Kepler, en fait, lui, il croyait vraiment en une influence des astres, mais il rejetait, par exemple, les signes astrologiques. Ça, il disait que c'était n'importe quoi. Et puis, il rejetait les maisons astrologiques, l'ascendant, tout ça. Et lui, il ne gardait que les angles, en fait. Donc, en fait, un astrologue qui se revendique comme un peu un descendant de Kepler, en fait, sans le savoir, il scie une partie de la branche sur laquelle il est assise. Parce que Kepler, lui, rejetait quasiment tout. Donc c'est intéressant de revenir vérifier un petit peu ce que font les gens. Et notamment, à ce niveau-là, il y a plein d'historiens qui ont travaillé sur ces choses-là. La deuxième chose, c'est pour questionner les croyances. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir du côté de ce qu'on appelle la pensée critique. Donc la pensée critique, ce n'est pas une pensée négative qui va aller cracher sur les gens, entre guillemets. Non, c'est peut-être un lapsus, c'est une pensée qui va s'intéresser aux étapes qui ont mené à la production d'un savoir ou d'une connaissance. Pourquoi est-ce que tu sais comment est-ce que tu sais ce que tu sais? Comment est-ce que ça a été mis en place? Comment on a prouvé les choses? Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est un univers qui s'ouvre quand on se pose ce genre de questions, parce qu'on se rend compte que souvent, ça a été long, ça a été compliqué, et puis qu'il y a souvent eu des petits contournements en disant « c'est pas grave ». Et dès qu'on trouve des petits problèmes dans l'élaboration d'une connaissance, ça permet de l'interroger, ça permet d'envisager des tests, etc. etc. Et donc, vraiment, c'est quelque chose, moi, je vous conseille de chercher l'expression pensée critique ou esprit critique sur Internet, si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous allez trouver plein de productions sur ces choses-là. Quelque chose dont on ne pourra pas parler ce soir, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Jean-Pierre les a évoqués tout à l'heure. Les biais cognitifs, ce sont des conséquences, si vous voulez, du fait que nos cerveaux fonctionnent avec beaucoup de pensées automatiques. On a des fonctionnements automatiques qui font qu'on peut réagir très vite à certaines situations. On ne va pas tout reprendre à zéro à chaque fois.
C'est un petit peu ce qui pourrait définir l'intuition. Je mets vraiment des guillemets. Ces pensées-là sont très rapides. Et en fait, elles marchent bien sur les sujets qu'on maîtrise. Par contre, dès qu'on applique nos intuitions sur les sujets qu'on ne maîtrise pas, si on fait vraiment attention, on voit que ça marche beaucoup moins bien. Et donc, les biais cognitifs, ce sont des choses qui permettent de rendre compte, de certaines affirmations fausses quand on essaye de les analyser du point de vue psychologique. Que se passe-t-il dans la tête de la personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi elle réagit de telle manière ou de telle autre? Et il y a plein de pièges dans lesquels on peut tomber, on tombe tous en fait. Exemple, le biais de confirmation par exemple. Je prends au hasard l'exemple de l'astrologie. Si vous montez des thèmes de naissance et que vous regardez si ça correspond aux gens, vous verrez qu'il y a plein de choses qui correspondent, c'est super intéressant. C'est comme ça qu'on a fait avec Galilée, avec une mauvaise date de naissance. Si vous vous contentez de produire des cartes de naissance pour des gens, vous allez toujours trouver des choses intéressantes et qui marchent et qui inspirent des questionnements, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément parce que l'astrologie est vraie. Parce que si ça marche aussi bien avec un thème tiré au sort, c'est que ça ne vient peut-être pas de l'astrologie. Il y a peut-être d'autres raisons. En fait, vous pouvez discuter avec n'importe qui autour de vous et vous allez toujours pouvoir avoir un point de vue auquel vous n'aviez pas pensé et qui vous fera réfléchir, qui va vous inspirer. C'est peut-être un peu ce qui se passe avec l'astrologie, quand vous êtes mis face à des jugements astrologiques et puis qui vous disent « Ah bah tiens, je pourrais voir la chose différemment ». Ça peut avoir un intérêt. Mais par contre, il n'y a pas besoin que l'astrologie soit vraie. Et puis, je vais passer là-dessus. Et quelque chose qui peut être intéressant aussi, si ça vous intéresse, sur certaines de vos croyances, vous pouvez aller chercher sur Internet, est-ce qu'il existe des critiques de ces croyances? Si vous ne l'avez pas déjà fait, par curiosité. Ça vous donnera déjà un autre point de vue. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. Mais par contre, ça risque de challenger certaines choses. Donc voilà, on peut vraiment questionner les croyances de plein de manières différentes. Oh, j'ai fini. Merci. Donc on va bientôt vous céder la parole, cher public, mais on va peut-être d'abord applaudir notre conférencier. Merci. Donc merci beaucoup Serge pour cette conférence et pour tous ces éléments qui, à mon sens, ont été très instructifs. Juste le temps de vous laisser poser la première question, c'est toujours la plus difficile. Là, ce qu'on retient, c'est qu'il faut se questionner et que le questionnement, c'est une démarche de liberté. En fait, voilà. Aussi. On va circuler avec les micros. Je vais juste raconter une petite anecdote. Quand nous avons préparé la conférence avec Serge et Valérie, j'étais chez mes parents et on parlait de jardinage. Et donc, ma mère venait de me dire qu'il fallait faire attention à la lune pour jardiner. Et dans le même esprit, Serge m'a dit oui, c'est comme les femmes qui pensent, le monde entier pense que les naissances sont influencées par la lune. Donc les réponses, c'est quoi? Moi, j'ai vécu avec une infirmière qui était une infirmière pédiatrique, donc elle travaillait en hôpital. Les bébés en mauvaise santé, au moment de leur naissance, venaient vers elle. Et donc, elle me disait, au moment des pleines lunes, c'est fou, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus de bébés qui arrivent, il y a plus d'activités, il y a plus d'accouchements. Et tous ses collègues disaient la même chose. Et si vous êtes dans le monde médical, vous devez savoir que tout le monde vraiment dit la même chose. Ça a été vérifié des dizaines de fois. Quand on regarde les chiffres, il n'y a aucun pic au moment de la pleine lune. Alors, ouais. Allez-y, je vais vous répondre. Je disais que nous n'avons pas les mêmes chiffres parce que moi j'ai lu aussi des études qui disent le contraire. Après c'est comme toujours une bataille de chiffres, à savoir qu'effectivement dans les maternités il y a des pics de natalité lors de la pleine lune. Je serais très très intéressé de connaître ces études-là. Je suis incapable de vous les citer. Vous non, mais bien. pas ici, bien sûr, mais par la suite. D'accord, parce que moi j'en connais plusieurs aussi sur soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle mondiale, et sur des millions de personnes, on n'a pas ces pics. Donc vraiment, si vous pouvez envoyer la référence à l'association, moi, ça m'intéresse parce que
Donc voilà, D'accord. vous avez sur le site une page contact. Madame, je vous encourage à nous envoyer le contact. Il y a une pièce jointe et on publiera ça sur le site, de même qu'on publiera celle de Serge. Par exemple. Bonjour, Sabine Jourdain. Pour revenir sur la pleine lune, j'aimerais avoir votre opinion, parce qu'on parle des naissances, on peut parler aussi des agitations des patients dans les EHPAD, Ouais. on peut parler de gens qui, 3 jours avant, 3 jours après, se sentent plus ou moins bien. C'est quoi votre positionnement là-dessus? Alors, je vais vous répondre, je ne sais pas, pour être sûr, parce que la question astrologique, c'est un sujet qui est tellement gigantesque, si vous voulez, que ces questions-là, je ne suis pas allé me documenter vraiment. Donc, alors là-dessus, je peux vous répondre. La Lune influence le mouvement des marées, mais parce qu'il est à grande échelle. Et donc, j'ai envie de vous dire, pour l'astrologie, parce que c'est un argument souvent qu'on retrouve chez les astrologues, la Lune influe sur le mouvement des marées, le Soleil aussi. Par contre, les planètes n'influent pas sur le mouvement des marées. Est-ce que ça veut dire que les planètes n'ont pas d'influence sur nous? Vous voyez, si l'argument de la Lune, c'est en faveur de l'astrologie, les planètes, ça devrait être en défaveur de l'astrologie. Et donc, c'est un peu compliqué. En fait, si vous voulez, quand on regarde la formule physique pour calculer la force de marée en fait, de la Lune, ça se calcule et ça n'a d'effet que sur de très grands volumes, notamment à l'échelle de la planète. Et le meilleur exemple pour moi, c'est que normalement, dans votre piscine, vous n'observez pas de marée. Pourtant, enfin votre piscine, dans les piscines, on n'observe pas de marée. Si je prends ma bouteille et que je la laisse fixe, je ne vais pas observer de marée. Pourtant, la Lune agit sur les eaux. Et donc, finalement, si elle agit sur nous, parce qu'on est composé d'une grande partie d'eau, eh ben, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une influence? Donc la réponse, c'est oui. Hein, c'est oui. C'est-à-dire qu'il y a une influence, mais elle est tellement infime qu'en fait, elle ne peut pas avoir d'effet physiologique. Donc il y a des gens qui se sont amusés à mesurer, je crois, les marées dans le lac Léman. Et donc il y a des marées, hein, je crois qu'il y a une marée d'1 centimètre ou quelque chose comme ça, sur le lac Léman. Et donc dans des piscines, c'est peut-être en fraction de millimètre ou quelque chose comme ça, mais c'est quasiment rien. Comment? Mais non, moi je vous dis qu'il y en a, mais elles sont tellement faibles. Si vous voulez, moi, si je souffle sur ma main, je sens bien qu'il y a un effet. Mais ça ne va rien me faire, quoi. Mais il y a un effet si je souffle. Donc c'est la meilleure réponse que je peux vous faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez parlé de TikTok, d'Instagram. Ouais. Ah, tu as ma puce? Pardon. Et moi, je voudrais vous dire que dans les années 80, on parlait de manipulation. On avait un président de la République, pour le citer, François Mitterrand, et on a vu une dame arriver, je la nomme Elisabeth Tessier. On l'a vu arriver des dizaines de fois à la télévision, aux 20h, Oh, oui. nous parler d'astrologie, mais alors c'était... Monsieur Mitterrand était... bon, savoir ce qu'il en est devenu, ce qui s'est passé. Et là, bon, dans la manipulation, on voit bien ce que ça a donné, mais dans le charlatanisme aussi. Là, on peut aussi peut-être parler de ça. Et là, j'aimerais savoir ce que là, vous en pensez de ces gens qui viennent à la télé et puis qui viennent nous dire oui, moi, je suis du Lion, par exemple. Attention, toi, tu es du Lion, fais gaffe, mon gars. Ce que je vois, toi aussi... Ah oui, la même date de naissance, tous les deux. C'est bizarre. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que depuis quand sait-on que l'univers est en expansion? Là, on n'est pas dans l'astrologie, par contre. Ah, on n'est pas dans l'astrologie, mais ça veut dire que les planètes bougent. Non, l'expansion, c'est à très très grande échelle. Si c'est en expansion, celle qui est ici, elle va ou reculer, ou avancer, ou aller à gauche, ou à droite. Mais dans tous les cas, ça va bouger. Non, je me trompe. Je me trompe. Donc, non. Bon, bah, alors, je me trompe. Donc, j'arrête. Donc, je vais vous faire une réponse rapide. Je ne suis pas astrophysicien, donc ça va être approximatif. Mais si vous voulez, l'expansion de l'univers, c'est l'espace lui-même qui s'étend. Donc, j'ai envie de vous dire, alors là, je vais peut-être dire une bêtise, mais si l'univers grossit, d'une certaine manière, chaque planète grossit. Puisque tout grossit, c'est l'espace lui-même qui grossit. Donc, si vous voulez, ça ne joue pas en tout cas sur le mouvement des planètes, ça c'est sûr. C'est à des échelles beaucoup plus importantes que ça se produit.
Et sinon, pour ce qui est d'Elisabeth Tessier, donc quand j'étais chez les astrologues, on était effarés de la voir comme porte-drapeau de l'astrologie. Alors que nous, dans le milieu astrologique, on ne la connaissait pas. On la voyait pas. Donc on aurait voulu débattre avec elle, échanger avec elle, etc. Mais ce n'était pas le cas, en fait. Donc moi, je sais que j'étais vraiment conscient, quand j'étais chez les astrologues, de ce que j'appelais un prisme médiatique. L'astrologie que vous avez dans les médias, c'est pas tout à fait l'astrologie que vous avez sur le terrain, quoi, qui est notamment beaucoup plus complexe. Et puis, bon, Elisabeth Tessier, effectivement, c'est pas le meilleur exemple de personne. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais elle a dit énormément de bêtises au nom de l'astrologie, avec l'astrologie et par l'astrologie. Donc, nombre d'astrologues étaient effarés. D'ailleurs, quand elle a passé sa thèse en sociologie en 2001, je ne connais pas d'astrologues qui l'ont soutenue. Les astrologues auraient pu prendre sa défense, c'était l'occasion de faire parler de l'astrologie, etc. Mais elle n'a pas été soutenue par le milieu astrologique. Donc, elle ne représentait qu'elle-même, en fait. Et c'est la logique des médias qui veut ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont devant la caméra ne sont pas forcément représentatives d'un groupe de personnes, à moins qu'elles en soient membres actifs collectivement, je veux dire, ou élus, ou ce genre de choses, quoi. Donc oui, pour moi, c'est mon avis, on va dire, mais utiliser l'astrologie dans les médias pour en faire la promotion et dire aux gens qu'ils vont mieux se connaître avec leurs signes, etc., pour moi, c'est une forme de charlatanisme. Par contre, je parlerai pas de malhonnêteté des personnes, parce que moi, tous les astrologues que j'ai rencontrés étaient sincères, et moi, je l'étais aussi. Par contre, quand on connaît tous les problèmes qui existent avec l'astrologie, et auxquels les astrologues ne cherchent même pas à répondre, c'est ça qui est terrible, pour moi, il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Sur le thème de croyance et de rationalité, j'ai une anecdote. Lorsque j'étais jeune papa, j'habite de la région, dans les Marais, et quand il y avait la lune, je ne sais plus laquelle c'était, la pleine lune, je crois, mon père donnait du vermifuge, mes enfants, parce qu'ils étaient énervés. Et ma jeune femme de l'époque, la mère de mes enfants, infirmière, trouvait ça complètement ridicule. Et voilà, ça c'est le début de l'histoire. Nous avons voyagé beaucoup, il n'y avait pas de problème, mais à chaque fois que nous venions, nous avions ce problème. Et ma femme avait fini par comprendre qu'avec les Marais, il y avait une certaine, une certaine influence. Voilà. Donc c'est ce que je voulais raconter. Il y a vrai ou pas vrai, moi j'ai vécu. Merci. D'accord. Eh bien, je ne sais pas du tout quelles sont les études sur le sujet, si des gens ont essayé d'analyser ça et de trouver des explications. Donc, alors, en dehors du vermifuge lune, moi je voudrais vous demander si le fait de l'astrologie a plus de clientèle féminine que masculine. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus connues ? Alors, les statistiques qu'on a, c'est quand on demande aux personnes si elles croient en l'astrologie ou pas, la réponse chez les femmes est toujours supérieure pour le oui que chez les hommes. Il semble que récemment, la différence tende à diminuer, par contre. Mais en tout cas, oui, c'est le public féminin, en tout cas, a l'air plus sensible à l'astrologie. La question après, c'est pourquoi. Donc on entend souvent des choses du style, oui, mais les femmes sont plus sensibles, donc ça pourrait expliquer que, etc. Moi, l'impression que j'ai, mais pareil, il n'y a personne qui travaille sur ces choses-là. Donc moi, je me plains tout le temps qu'il n'y ait pas plus d'universitaires qui travaillent sur la croyance astrologique, etc. Le problème, c'est que l'astrologie est très présente dans la presse dite féminine. Ce qui veut dire que les femmes sont beaucoup plus que les hommes en contact très tôt dans leur vie avec l'astrologie. Et quand on dit l'astrologie des signes, et puis tout ce qui va autour. Moi, je suis vraiment effaré par ce que je trouve sur des sites, alors je ne sais plus si c'est Elle ou des choses comme ça, mais il y a des articles, c'est de la folie, quoi. Puis il y en a régulièrement en plus, qui affirment en plus des choses totalement fausses, et puis d'autres qui sont pour alimenter, moi, ce que j'appelle le portrait astrologique, c'est-à-dire influencer la personne qui fait qu'au bout de quelques années, elle va concevoir le monde comme un bélier si elle était bélier, quoi. Donc moi, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment une vraie influence de la presse à ce niveau-là.
qui pourrait expliquer la différence. Mais je n'ai pas de chiffres pour étayer ça. Je voulais savoir, est-ce que, j'observe autour de moi que l'astrologie est vue presque comme quelque chose de psychologique, où on va apprendre à se connaître et avoir d'autres angles de vue. Est-ce que justement il y a une transformation de l'astrologie vers la psychologie, une sorte d'accompagnement des gens par le prisme de l'astrologie, et savoir si ça peut être dangereux aussi. Alors merci beaucoup, hein. C'est vraiment des questions qui m'intéressent et qui ne sont pas assez travaillées par les universitaires, donc on n'a pas énormément de données là-dessus. Le fait que l'astrologie se tourne vers l'intériorité, vers la connaissance de soi, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, ça date vraiment d'il y a un siècle. C'est-à-dire que ça a accompagné les développements de la psychologie, de la psychanalyse, notamment au début du XXe siècle. Et l'astrologie est vraiment devenue maintenant très différente finalement de ce qu'elle était auparavant. En tout cas, elle était beaucoup plus divinatoire auparavant. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il y a eu une transformation, elle n'est pas d'aujourd'hui. Après, on peut avoir peut-être l'impression que ça l'est, peut-être aujourd'hui si vous observez ça, mais en fait non, ça a commencé déjà depuis longtemps. Par contre, peut-être qu'aujourd'hui, on a de moins en moins peur de dire qu'on y croit. Comme je le disais, il y a quasiment un adulte sur deux qui est convaincu que les signes astrologiques ont une influence sur le caractère. Donc pour la plupart des gens, c'est prouvé. Puis c'est même prouvé au quotidien parce qu'ils l'observent autour d'eux. Alors qu'en fait, on a déjà tout démonté. Donc c'est quelque chose qui est très répandu, peut-être qu'on en parle plus pour ça. Est-ce que c'est dangereux? Moi, je pense que c'est dangereux pour plein de raisons. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire là-dessus, je n'aurai pas le temps. Mais quand on voit que certaines personnes, par exemple, n'obtiennent pas un poste parce qu'un recruteur a trouvé qu'elle n'avait pas le bon signe astrologique, c'est dramatique. Ça fait rire au début, mais quand on est concerné, c'est dramatique. J'ai entendu parler aussi de soirées qui étaient interdites à tel signe astrologique. C'est complètement fou. Si vous interdisez une soirée à quelqu'un parce qu'elle est une personne de couleur, on va être tous choqués. Pour une raison religieuse, on va être choqués. Mais pour le signe astrologique, spontanément, on en sourit, tellement ça paraît absurde, mais ça existe en tout cas. Alors j'ai eu un exemple, donc ça ne doit pas être très courant, mais c'est impressionnant de voir à quel point vraiment l'astrologie n'a plus peur de se montrer, en tout cas les gens qui croient dans les signes astrologiques et qui l'appliquent au quotidien, et il y a vraiment des effets très concrets. Dans les recrutements d'équipes, probablement, oui. Alors, voilà, je suis là. Hop. Oui. Et alors, j'ai bien écouté, j'ai essayé de tout intégrer. Et vous aviez commencé sur votre passion, par exemple, sur cette découverte de l'astrologie, parce que vous sortiez d'une peine de cœur. En gros, c'est ça. Puis après, vous avez avancé dans les présentations, ouais, avec l'histoire, bien sûr, le rapport à l'histoire, hein, avec où est-ce que ça a commencé, Mésopotamie, tout ça. Et je me dis, tiens, si je faisais un parallèle entre le fait que lui, un jour, il s'est retrouvé à 19 ans, lâché, complètement perdu, ne sachant pas quoi faire, ne faisant plus partie d'un groupe, puisque le groupe minimum, c'est le binôme, il n'en a plus. Donc, il va aller chercher une sorte de... palliatif, palliatif pour pouvoir trouver un sens à sa vie, répondre à des questions à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas répondre, puisque de toute façon, il est certainement pas... il est isolé, puisque s'il n'était pas isolé, quelque part, il aurait pu avoir des interactions sociales qui auraient pu donner du sens aussi à cette séparation. Et alors, après, je me dis, tiens, par rapport à l'histoire... ça vient, ça va, ça repart. L'astronomie, à un moment, elle repart, elle s'éteint, elle revient, comme vous l'avez démontré. Et là, je me dis, peut-être qu'au niveau social, au niveau de l'humanité, des fois, on est triste, hein, donc on cherche des réponses à travers peut-être des chimères. Peut-être que l'astronomie, c'est peut-être une chimère, finalement. Quand les gens vont mal, ils vont peut-être aller chercher, essayer de trouver des réponses dans des choses qui sont complètement impossibles à prouver. Et de ce fait, ils vont essayer de trouver un sens même à leur vie. Alors, tout à l'heure, il y avait la question sur les femmes. Les femmes, elles sont plus peut-être exposées à l'astrologie. Alors, je ne pense pas que nous soyons plus influençables que les hommes. Maintenant... Vous ne pensez pas ? Nous soyons plus influençables que les hommes. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être une dictature de l'éducation. La place en Occident de la femme, elle a évolué et effectivement, on avait accès à certaines choses et peut-être qu'on ne nous donnait que ça. Et c'est vrai que si nous ne lisons que ça,
forcément, on va aussi vivre à travers une sorte de prisme de toute façon. Donc je me disais, peut-être que si les gens vont mal, s'ils n'ont pas de sens à leur vie, l'astrologie, ça peut être une réponse comme une autre, une sorte de placebo. Alors moi je dirais oui, et pour moi c'est un peu le problème, c'est-à-dire que ça peut être une béquille, mais quand on a conscience que c'est une béquille, c'est une chose. Quand on pense qu'on a découvert la vérité du monde et de l'univers grâce à ça, c'est un autre problème. Donc moi ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'il y a des raisons pour rentrer là-dedans, dans cette croyance, dans ces croyances. Et donc après, une fois qu'on est rentré, on va partir on va appliquer ces croyances dans plein d'autres domaines en fait. Et moi c'est ce qui me pose problème. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le principal. Ouais. Oui, alors moi je vais apporter un regard par rapport effectivement à la question de monsieur tout à l'heure et la réflexion de madame. Donc je fréquente beaucoup les amphis de l'éducation nationale. Alors il y a quand même un constat aujourd'hui. Alors moi du coup je suis issue de la branche de la filière du droit. On a des années, il y a même 25 années, on avait des amphis complètement masculinisés, suivant les thématiques, si vous preniez une filière justement mathématique ou scientifique, ou si vous alliez en psychologie. On s'aperçoit aujourd'hui que la scission elle est beaucoup moins évidente, comme vous venez de le dire, et il y a un accès de part et d'autre, et on le voit tout un chacun dans notre quotidien, que les univers, on va dire plutôt fréquentés par les hommes, sont aujourd'hui un petit peu plus fréquentés par les femmes, et que les hommes s'ouvrent à des univers qui étaient dits un petit peu plus sensibles, plus féminins. Pour autant, comme vous dites, ça n'est pas non plus le sujet sur lequel il va falloir se pencher pour aller, quand on est perdu, pour aller se raccrocher à quelque chose. Mais que là, ça vient plutôt interpeller la manière dont on va être capable d'aller observer soi-même sa partie consciente et sa partie inconsciente. Et qu'on s'aperçoit qu'au quotidien, dans nos décisions, il faut faire en sorte, quand vous parlez justement de schéma automatique, donc là, si quelques-uns sont venus assister à la conférence qui avait été conduite par Madame Milligan dans ce même amphithéâtre, il y a un cheminement qui se met en place très rapidement entre notre cerveau reptilien et le cerveau limbique qui vient stocker les informations qu'on a vécues, issues, trois quarts du temps, de mauvaises expériences, en se disant « Attention, tu revis ce que tu as déjà vécu, donc chroum, tu fuis ou tu attaques ». Et qu'effectivement, dans ces cas-là, au contraire, il faut aller interpeller sa capacité à aller chercher dans notre cerveau néocortex, donc à se dire « Attention, toute situation ne se ressemble pas et je reprends le contrôle de ma vie ». Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut effectivement peut-être plus interpeller avec notre pensée aussi, et puis ce qu'on disait d'ailleurs par d'autres propos, hein, notre manière dont on a été éduqué et l'univers dans lequel on a grandi. Voilà. Oui. Je veux l'apporter. Bien, désolé Merci beaucoup. Donc c'était la dernière question. Je coupe pardon. Bon, désolé, nous avons des impératifs de temps quand même avec la salle. Donc il faut que nous ayons le temps de prendre un rafraîchissement. Donc on va se retrouver de l'autre côté, salle Lafayette, et Serge pourra répondre à vos questions. Je retiens quand même deux ou trois choses. La première, c'est que vous avez parlé de l'histoire des femmes et de la présence des femmes. Il se trouve que notre prochaine conférence, le 4 juin, va s'intéresser à l'histoire des femmes et à leur présence ou à leur place dans la société. Donc on a, au cours des temps, et donc le titre va certainement changer en fonction de nos discussions. Alors le titre, ce sera « L'histoire des femmes à l'épreuve du temps présent ». Un peu d'actualité quand même. Voilà. La deuxième chose que j'ai retenue,